Bonjour et bienvenue sur Connex Auto, l'émission. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2024 et je suis ravi de pouvoir commencer cette année par cette première émission de Connex Auto. Donc au sommaire aujourd'hui, une présentation d'une voiture emblématique, un expert qui vous parlera comment bien assurer sa voiture de collection et enfin un tuto, quels sont les points importants à bien faire attention avant d'acheter une voiture de collection. Connex Auto, c'est parti! Alors vous l'avez remarqué, cette voiture emblématique, c'est la Jeep Willys. Et puis pour les plus avertis d'entre vous, c'est une Jeep Willys Hotchkiss M201. Effectivement, pourquoi je dis que c'est une voiture emblématique? Parce que pour moi, la Jeep Willys est vraiment dans le cœur des Français parce qu'elle a débarqué sur nos côtes en 1944 et elle a été partie intégrante dans le symbole même de la délivrance de la France suite à l'obscurantisme qui régnait avant. Donc c'est pour ça que cette voiture tient vraiment à cœur des Français et elle sera pour les 80 ans qui arrivent, donc le prochain 6 juin 2024, sur les plages pour retrouver ses ancêtres qui ont vaillamment combattu pour notre liberté. Alors la Jeep Willys, c'est quoi la Jeep Willys Hotchkiss? Hotchkiss, c'est donc un monsieur qui a donc pris la commercialisation, la licence Jeep pour pouvoir fabriquer cette fameuse Jeep en France. Donc cette voiture, c'est un paradoxe, complètement américaine et complètement construite en France et l'usine était à Stein. Donc grâce à Connex Auto, c'est de faire vivre le passé, c'est aussi un devoir de mémoire et aussi les faire rouler dans le futur. Le petit parallèle, pourquoi aussi on vous présente cette voiture aujourd'hui emblématique, c'est que notre expert que vous allez découvrir qui va nous rejoindre dans quelques minutes. En effet, cet expert est attaché à cette voiture parce que dans la vie personnelle, il est gendarme de réserve et donc le devoir et servir son pays sont importants pour lui. On a voulu lui faire un petit clin d'œil avec cette voiture emblématique qui nous a, comme je l'ai dit tout à l'heure, rendu notre liberté. Et maintenant, on a le plaisir d'accueillir notre expert. Aujourd'hui, c'est un expert d'assurance, un agent général, qui va nous expliquer comment bien assurer sa voiture avec une assurance collection. Bonjour Monsieur Cochet. Bonjour. Bienvenue chez Connex Auto. Donc aujourd'hui, vous allez nous éclairer à savoir quels sont les critères importants pour bien assurer sa voiture dans une assurance collection. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une assurance collection? Alors, une assurance collection, c'est un contrat d'assurance qui permet de pouvoir couvrir les véhicules historiques d'au moins 20 ans d'âge. Au moins 20 ans. À partir de 20 ans, on peut assurer son véhicule en voiture de collection. Tout à fait. En assurance collection. Alors du coup, comment bien choisir son assurance collection? Quels sont les critères à prendre en compte pour dire, ben voilà, demain j'ai acheté une Peugeot 203, je veux assurer cette voiture en assurance collection, je m'y prends comment? Qu'est-ce que je pose comme question? Ou du moins, qu'est-ce que l'agent général peut me poser comme question? Je sais qu'aussi on peut prendre des assurances via Internet, en cliquant. Qu'est-ce que vous en pensez aussi par rapport à ce devoir de conseil? Mais voilà, quels sont les critères auxquels on doit faire attention et qu'on n'y pense pas forcément? Alors c'est vrai qu'un contrat véhicule de collection, c'est un contrat spécifique, à l'instar des contrats standards automobiles. Ce sont des contrats sur lesquels il y a des conformités particulières. Déjà, nous en avons parlé, une carte grise d'au moins 20 ans d'âge. Jusque-là, tout va bien. Mais aussi, un point qui sera important, c'est la valorisation du véhicule à travers une expertise par un expert agréé FFVA qui va donc figer la valeur du véhicule, qui sera donc intégré au contrat, ainsi on pourra valoriser déjà le coût de ce contrat. Ensuite, dans la conformité de ce contrat d'assurance,
il y a un point très important qui s'appelle la prévention vol. Et donc, quel type de sécurité vous avez mis en place pour votre lieu de garage principal? Il faut qu'il soit clos, il faut qu'il soit couvert, il faut qu'il soit sécurisé. Donc ça, c'est un critère essentiel. Il faut que la voiture soit dans un parking clos et couvert. Tout à fait. Sinon, l'assurance collection ne peut pas fonctionner. La garantie ne peut être acquise parce que le contrat ne sera pas conforme. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec une voiture normale qu'on peut assurer normalement, qui peut quand même dormir dehors et elle peut assurer tout risque. Là, dans le cas de la voiture de l'assurance collection, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Vous devez être, en tout risque en tout cas, couvert à travers cette conformité de clos, couvert et sécurisé. Ce qui n'empêche de pouvoir en toute liberté prendre votre véhicule sur la France et sur l'Europe, parce que les contrats couvrent de manière assez large, et de faire dormir votre véhicule dans un endroit non clos, non couvert, non sécurisé. Vous pouvez tout à fait le faire. Ce qui est important pour nous, c'est que le lieu principal de garage, lui, soit couvert, clos et sécurisé. Donc là, si je fais juste un petit point de synthèse, ce qui n'était pas forcément, à mon avis, dans l'esprit de nos téléspectateurs, il faut, déjà faire une expertise ou faire une expertise de son véhicule, ce qui n'est pas forcément demandé quand on demande une assurance collection. L'expertise n'est pas obligatoire, enfin du moins elle n'est pas forcément demandée à chaque fois. Donc là, vous dites que si on veut un contrat qui tienne la route, il faut expertiser sa voiture. Et finalement, la deuxième synthèse, c'est de dire que si je pars en week-end avec ma voiture de collection, je serai totalement couvert à partir du moment où l'adresse principale du véhicule répond au contrat, c'est-à-dire clos, couvert au niveau d'un parking. Tout à fait. Très bien. Alors du coup, maintenant, j'ai une voiture de collection. Avec mon assurance collection, est-ce que j'ai le droit de louer ma voiture? Alors, dans votre contrat collection, c'est un contrat dit particulier, pour les particuliers, et non pour les professionnels. Donc, vous ne pouvez pas louer un véhicule à titre onéreux, un véhicule de collection. Ce n'est pas possible. Ceci étant, vous pouvez le prêter à titre gracieux, et dans ce cas-là, la garantie sera acquise, sachant qu'on demande des conducteurs d'au moins 3 ans de permis, et il y aura une franchise un peu plus élevée, mais votre garantie sera totalement acquise. Et donc, quid des plateformes qui nous permettent de mettre en relation particuliers et locataires, type WeDriveIt ou Roadster? Aucun problème pour notre assurance collection. Finalement, le contrat sera toujours valable, même si on loue à travers ces plateformes-là, qui d'ailleurs facturent aussi une sorte d'assurance journalière aussi. Donc ça n'a aucune incidence sur son contrat d'assurance collection. En réalité, le contrat d'assurance que vous avez particulier ne jouera pas. Ce sera le contrat complémentaire que cette structure Internet vous aura vendu, parce que c'est une négociation de contrat cadre que cette entreprise commerciale, à titre onéreux, a mis en place pour pouvoir couvrir et le véhicule et le locataire. Donc le conseil qu'on peut donner à nos téléspectateurs, c'est que s'ils veulent louer leur véhicule à titre non onéreux et qu'ils ne déclarent pas, entre guillemets, cette location, s'il y a un sinistre, il y aura enquête. Et si on découvre que la location était non pas gratuite, mais onéreuse, tout le contrat d'assurance saute. Tout à fait, il y a d'échéance de contrat. D'échéance de contrat. Donc ça, c'est très important à savoir. Alors, autre question aussi, au niveau de l'assurance, c'est-à-dire nous partons en voiture, nous avons un gros sinistre, qu'est-ce qui se passe? Alors, la première chose à faire, c'est de contacter votre assureur. Quoi qu'il arrive, vos conditions générales vous imposent à devoir déclarer votre sinistre auprès de votre assureur dans les 5 jours. Traditionnellement, c'est ce que l'on trouve. Donc, dès que vous avez connaissance du sinistre, et vous devez nous déclarer dans les 5 jours ce fameux sinistre, et dans son devoir de conseil, l'agent général aura pour mission, déjà de désamorcer la pression que vous pouvez avoir et l'angoisse d'avoir eu cet accident, c'est important, c'est notre rôle, mais aussi de vous expliquer le process d'indemnisation, la valorisation, la réparation, et enfin le règlement. Donc c'est important d'avoir une bonne relation avec son agent d'assurance qui déjà, donc si on note bien les choses, dès qu'il vous arrive quelque chose,
vous appelez d'abord votre agent général qui va, entre guillemets, résumer les critères de votre contrat qui va permettre de prendre les bonnes décisions après. Tout à fait, nous vérifierons ensemble la conformité du risque, puis nous vous expliquerons le process pour une indemnisation des dommages que vous avez eus. Donc là, on parlait de tout à l'heure de l'expertise de son véhicule, donc c'est là où ça rentrerait forcément en compte, si on a bien expertisé son véhicule. Est-ce possible de, donc du coup, on peut entendre ça, est-ce que c'est possible de la faire après l'accident? Parce que finalement, la valeur d'une voiture peut se déterminer, même si elle est accidentée, on peut dire, il y a une semaine, elle valait quand même ce prix-là. Comment ça se passe? Est-ce que ça se fait ou est-ce que ça va quand même mettre un petit peu en porte-à-faux votre contrat d'assurance collection? Alors clairement, dans nos conditions, nous devons avoir le rapport d'expertise. Vous devez en tout cas faire un rapport d'expertise préalable. Vous achetez votre véhicule, ou vous le possédez, vous l'assurez, vous devez avoir ce rapport d'expertise à la date d'achat ou dans les 3 mois qui suivent la date d'achat. Ce rapport d'expertise devra être renouvelé tous les 5 ans. Si vous venez à mettre en place un rapport d'expertise bien après le sinistre, elle n'aura aucune valeur. En réalité, vu que vous avez figé la valorisation du véhicule par le contrat d'expertise préalable, eh bien, nous nous baserons sur ce rapport d'expertise préalable. Si il n'y a pas de rapport d'expertise, cela peut arriver, dans ce cas-là, on retombe dans les règles traditionnelles des contrats standards, où ce sera malheureusement la valeur Argus qui est beaucoup moins intéressante. Oui, qui sera défavorable dans le domaine de la voiture de collection, forcément. Très clairement. Donc finalement, on revient un petit peu sur ce sujet. Donc le contrat d'assurance collection va aussi dépendre du conducteur, je suppose, en termes de son tarif. Est-ce que le tarif dépend que du conducteur ou finalement en majorité du prix quand même de la voiture, ou les deux? Alors déjà, sur un contrat standard, vous avez un niveau de tarif, mais vous vous rendrez compte que le niveau de tarif est bien plus élevé que sur un contrat dit collection. Pourquoi? Parce qu'on sait que statistiquement dans notre milieu assurantiel, eh bien que les conducteurs et les propriétaires de véhicules de collection entretiennent très bien leurs véhicules, roulent assez peu et roulent prudemment, et donc par statistique ont beaucoup moins de sinistres. Et donc la valeur, le coût d'un contrat véhicule de collection est bien moins élevé que pour un contrat standard. Je reviens juste sur l'expertise suite à un gros accident. Finalement, la valeur qui sera donc déterminée par cette expertise-là, ça sera la valeur maximale qui sera remboursée en cas d'un gros accident et que la voiture nécessite de grosses réparations. Si cette réparation dépasse la valeur de l'expertise du véhicule, que se passe-t-il? Alors en effet, vous avez une valeur expertisée, qui est donc la valeur maximum possible que l'assureur réglera. Si pendant vous avez votre accident et la valorisation des travaux pour remettre le véhicule en état est supérieure à la valeur d'expertise du véhicule, dans ce cas-là, nous vous verserons au maximum la valeur d'expertise du véhicule et nous rachetons le véhicule, nous récupérons le véhicule parce qu'il faut bien qu'il y ait un transfert de propriété en échange de la valeur expertisée du véhicule. Donc il faut bien qu'on précise à nos téléspectateurs que s'il y a une valeur d'expertise du véhicule et que cette valeur est dépassée en termes de devis, ils risquent de perdre leur véhicule pour être indemnisés. Donc finalement, le message aussi qu'on doit dire, si les personnes veulent garder leur véhicule, qu'il n'y ait pas d'abus dans le devis des réparations finalement. Bien sûr, quoi qu'il arrive, il faut payer le bon prix, les bonnes prestations. Eh bien écoutez, très bien, je pense que ça a été assez clair pour nos téléspectateurs, j'espère que ça les a guidés. Petit mot de conclusion, Monsieur Cochet, comment avez-vous découvert notre entreprise Connex Auto? Alors il se trouve que c'est lié à une rencontre avec un des dirigeants, pour lequel, lorsque la genèse du projet est née, j'ai trouvé ce modèle économique extrêmement vertueux parce que vous travaillez sur une filière de véhicules anciens et on se rend compte aujourd'hui que les véhicules thermiques traditionnels vont être amenés à disparaître. Cependant, on peut le voir avec les zones ZFE, où certains véhicules thermiques ne peuvent déjà plus rentrer dans ces zones de faible émission, et ça va être de mal en pis par la suite.
Seulement, des exceptions existent, et l'une des exceptions sont les véhicules historiques, carte grise historique. Et je pense qu'il y a une véritable pérennité à investir dans cette filière des véhicules historiques. Le deuxième sujet, qui est pour moi le plus important, parce que c'est celui qui se rapproche du bonheur, ça s'appelle la passion. La passion d'un véhicule, beaucoup d'entre nous l'ont, et il nous permet de conjuguer la passion d'un véhicule sans les contraintes d'un véhicule historique, parce que Connex s'occupe de toute la filière, de toutes les réparations, de l'entretien, et je trouve cela très pratique de pouvoir récupérer son véhicule qui est entretenu, les pneus sont propres, la voiture est nickel, elle est vidangée, elle tourne au moins une fois par mois, et de pouvoir la prendre en toute sérénité et de la remettre ensuite en les mains de Connex Auto pour pouvoir la faire dormir jusqu'à une prochaine expérience. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Cochet, pour ce beau témoignage que vous nous avez fait. Merci pour votre expertise. Je pense que clairement, ça a permis d'éclaircir des points où, vous voyez, ne serait-ce que l'expertise du véhicule qui devient obligatoire. Je pense que la plupart de nos téléspectateurs ne le savaient pas. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, maintenant, je vous laisse prendre la route avec votre belle voiture. Et puis, nous, on se dit à très bientôt avec un prochain expert. C'est de savoir quel point important il faut regarder quand on veut acheter une voiture de collection. Dans mes mains, j'ai deux outils importants pour lesquels il faut absolument que vous ayez ces outils-là quand vous venez au moins voir une voiture que vous voulez éventuellement acheter. Un aimant et une baladeuse. La baladeuse, ça permet vraiment d'avoir un éclairage beaucoup plus puissant parce que vous ne savez pas dans quelles conditions vous allez découvrir votre voiture de collection. Et l'aimant, ça vous permet de tout simplement contrôler l'ensemble de la voiture, savoir si tout simplement la voiture n'est pas mastiquée, marouflée, qui paraît donc bien d'extérieur, mais qui finalement ne va pas du tout en termes de carrosserie, puisque si l'aimant ne colle pas, c'est qu'il n'y a pas de tôle, mais que du mastic derrière. Trois paramètres qui sont hyper importants quand vous allez acheter une voiture de collection. Le premier, le véhicule en lui-même. Donc ça, c'est important, on va en discuter. Le deuxième, c'est le propriétaire qui vend son véhicule et son environnement. Et le troisième point, c'est son histoire et la raison pourquoi le propriétaire vend la voiture. Alors, commençons par le véhicule en lui-même. Le véhicule, demandez déjà s'il a un historique mécanique. Il peut être complet, alors ça c'est le top, il peut être partiel ou il peut être inexistant. Pas de panique, même s'il n'y a pas de dossier mécanique historique, la voiture n'est pas à jeter. Vous pouvez regarder davantage, on vous incitera à être davantage attentif au véhicule pour être certain que la qualité du produit est bien là. Ensuite, il va falloir regarder sa situation administrative. Est-ce que le véhicule possède bien sa carte grise au nom du propriétaire qui est en train de la vendre? Savoir si son contrôle technique est présent, valide ou non. S'il n'est pas valide, il faudra de toute façon que le propriétaire passe le contrôle technique. N'achetez pas une voiture sans que le contrôle technique soit passé. Ensuite, voir s'il n'y a pas un certificat de non-gage. C'est très simple à aller sur Internet pour regarder si la voiture n'est pas gagée. Enfin, si la voiture est assurée, ce qui va vous permettre de savoir si déjà le véhicule était roulant ou pas roulant lors de la vente. Ensuite, il faut regarder avant d'aller voir un véhicule, parce que si vous êtes parti voir un véhicule, c'est qu'il vous intéresse, et bien renseignez-vous sur son histoire, sur, on va dire, des généralités sur le modèle, afin de savoir sur différents forums les pièces à regarder en priorité sur ce type de voiture, ou les faiblesses mécaniques qu'on peut retrouver sur ce véhicule. Il y a par exemple sur les 205 GTI, les essieux arrière qui sont à regarder avec un peu plus de précaution. Regardez éventuellement la rouille sur certains bas de caisse pour des italiennes. Certains modèles sont réputés avec certaines faiblesses. Regardez tout simplement, mais pour regarder de façon, on va dire,
judicieuse, il faut que vous vous renseigniez un minimum sur le modèle avant d'aller voir le modèle en Suisse. Ensuite, le point sécurité. Quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, c'est par exemple l'observation de la date des pneus. Alors ça paraît un petit peu surprenant qu'on vous parle de ça, mais ça peut être un point positif comme un point négatif. Par exemple, si vous savez lire le flanc d'un pneu, vous allez pouvoir remarquer que la date de la conception du pneu est marquée sur le pneu. Donc si vous avez un pneu qui est quasiment pas usé à l'œil nu, mais qui a par exemple 6, 7, 8, 9, 10 ans, ça veut dire que d'un premier point, la voiture n'a quasiment pas roulé. Donc ça peut être un point positif, mais en même temps, point négatif, tous les joints, les joints toriques ou certains organes de sécurité n'ont pas du tout fonctionné et peuvent être défectueux. Notamment les pneus. Des pneus secs pourraient être dangereux pour votre sécurité. Enfin, et c'est la partie la plus importante, c'est l'essai routier. On ne prend pas assez de temps à essayer les voitures. Donc ça, c'est primordial de bien faire un essai routier et nous, on conseille au moins une trentaine de minutes sur un essai sur route. Pourquoi une trentaine de minutes? Parce que normalement, vous devez pouvoir effectuer une vingtaine de kilomètres. Aussi parce que vous allez avoir le temps de faire chauffer votre voiture et donc de voir différents problèmes qui peuvent apparaître à chaud qui n'apparaissent pas forcément à froid et inversement. Donc c'est hyper important lors de cet essai routier là de tester le freinage, savoir est-ce que votre voiture freine droit, est-ce que l'embrayage fonctionne parfaitement, est-ce que le passage de vitesse se fait bien, est-ce que la voiture chauffe, ne chauffe pas, est-ce qu'il y a une perte de puissance entre le début et la fin de l'essai. Ça, c'est des petits points qu'il faut absolument regarder. Démarrage à froid, voir comment la voiture démarre à froid avant l'essai. Une fois que vous êtes revenu suite à votre essai, vous éteignez votre moteur, vous essayez de la redémarrer aussitôt à chaud et on regarde comment le démarrage s'effectue. Regardez aussi si la voiture fume. À froid, elle ne fumera peut-être pas. À chaud, elle peut fumer. Ça peut être aussi un indice au niveau des queues de soupape. Ça peut être aussi à montrer tout simplement que le moteur peut avoir une certaine fatigue puisque à chaud, il aura une moins bonne compression. Ça, vous ne pouvez le savoir qu'après au moins une trentaine de minutes pour que le moteur ait bien pris sa température. On arrive maintenant au deuxième paramètre qui est le propriétaire et son environnement. Il est important d'observer la totalité de l'environnement de la voiture. Vous avez la voiture, mais vous avez son environnement. Le propriétaire, déjà, c'est de savoir où est-ce qu'il vous donne rendez-vous. Est-ce que c'est chez lui ou est-ce que c'est sur un lieu de rendez-vous? C'est pas tout à fait pareil. On n'interprète pas tout à fait la même chose. Si vous n'êtes pas chez lui, c'est que déjà, il n'a pas envie que vous sachiez où est-ce qu'il habite éventuellement, parce que peut-être qu'il a aussi envie de garder sa sérénité, sa vie privée, mais ça permet aussi de donner un petit signal. Pourquoi il ne veut pas me montrer l'environnement dans lequel la voiture a été entreposée, entretenue. Vous voyez, quand vous arrivez chez lui, vous pouvez voir facilement comment la voiture est entreposée, comment elle a été entretenue. Ensuite, faites conduire, lors de l'essai routier que je vous ai parlé tout à l'heure, faites conduire au début le propriétaire. Observez comment ce propriétaire-là conduit sa propre voiture. Est-ce qu'il la conduit avec souplesse? Est-ce qu'il la conduit avec délicatesse? Et comment il traite la voiture? C'est un truc tout bête. Comment il claque la porte? Est-ce qu'il la claque de façon modérée ou est-ce qu'il la claque fort? C'est des petits signes qui vous montrent à quel point il tenait ou pas à sa voiture. Ensuite, son environnement. Voilà, regardez l'ambiance dans laquelle le propriétaire va vous recevoir. Est-ce qu'il est plutôt détendu? Est-ce qu'il est plutôt réservé? Voilà, ça ne veut pas donner des signes très importants, mais ça permet quand même de se donner une idée à qui on a affaire, parce que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est intéressant. Vous achetez une voiture, mais vous achetez aussi la confiance du vendeur, puisqu'il vous dit que la voiture est bien, et donc il faut être certain que ce qu'il vous est en train de vous dire, ça soit vraiment vrai et que vous pouvez avoir confiance en lui. Et on arrive au troisième paramètre. Le troisième paramètre, c'est l'histoire du véhicule et la raison de la vente de ce même véhicule. L'histoire, en fait, on a parlé tout à l'heure sur le véhicule en lui-même, son histoire mécanique. Mais il y a aussi son histoire juste à proprement dit. Combien il y a eu de propriétaires avant vous? Est-ce que c'est une première main? Est-ce que c'est une deuxième main? Est-ce que c'est une troisième main? Ainsi de suite. Dans les voitures de collection, il n'est pas rare de voir 3, 4, 5 propriétaires avant vous. Plus il y a de propriétaires et qui sont de plus en plus rapprochés,
plus ça peut aussi vous donner un signe de dire tiens, mais comment ça se fait que ce client-là revend au bout d'un an sa voiture? Y a-t-il eu un problème? Y a-t-il un vice caché? Et ça, c'est important de le savoir. Et la raison de la vente, moi je pose toujours la question de savoir pourquoi le propriétaire veut se séparer de sa voiture. Selon la raison, il y a des raisons qui peuvent être tout à fait entendables, mais la façon dont il va vous le dire, vous allez regarder si c'est vrai ou pas vrai. Donc c'est là, on revient un peu au paramètre 2, le propriétaire et son environnement, mais c'est intéressant de savoir pourquoi on veut se séparer de son véhicule. Il peut y avoir l'âge, le fait qu'on n'en fait pas assez, le fait qu'il y a un problème d'héritage ou tout simplement un problème de cash flow qui nécessite d'arrêter le projet d'avoir une voiture de collection. Toutes ces raisons-là peuvent s'entendre, il n'y a aucun problème, mais c'est de savoir si elles sont authentiques et avérées. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, comment faire attention pour acheter une voiture de collection. Le petit top, c'est d'avoir comme ici la chance de pouvoir mettre une voiture sur le pont, qui va vous permettre réellement, parce que la voiture extérieurement, toutes les voitures peuvent paraître très très belles, mais c'est quand on regarde en dessous que l'on peut constater si les travaux qu'on vous a dit ont été faits ou pas. On voit clairement des pièces neuves, il n'y a pas besoin d'avoir été un excellent mécanicien pour remarquer les différents organes qui ont été changés, puisque ça se voit. Donc le fait de mettre la voiture sur un pont est un vrai plus. Si vous êtes vraiment précautionneux, rien ne vous empêche, là où vous allez visiter une voiture à acheter, rien ne vous empêche d'appeler peut-être un garagiste proche de l'adresse où on vous a donné rendez-vous pour pouvoir dire bah, écoutez, est-ce que c'est possible de vous louer votre pont pour regarder éventuellement sous la voiture. Ce tuto se termine aujourd'hui. J'espère qu'il a été utile pour vous et n'hésitez pas à me contacter pour commenter cette vidéo ou partager aussi d'autres expériences de vente que vous avez pu avoir vous dans votre vie. Je prends absolument tout, c'est très très intéressant de pouvoir partager. C'est ça le but aussi des réseaux sociaux, c'est de débattre de nos différentes expériences et c'est ce qu'on veut amener aussi chez Connex Auto, du vrai débat. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'experts et pas d'experts, d'amateurs ou non amateurs. Il n'y a que des gens passionnés qui veulent avoir des informations pratico-pratiques et nous on essaye tout simplement de vous faire ça. Connex Auto, l'émission c'est terminé. On espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, commenter, partager cette émission avec vos proches. Je vous souhaite encore une nouvelle fois une très bonne année 2024, qu'elle vous apporte bonheur et espérance. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle expérience et une nouvelle expertise. À bientôt!